Bonjour, je suis Arthur Catalaï, Senior Partner à Doka Advisory. Aujourd'hui, on reçoit le directeur général de la Citibank, une grande banque américaine. Bonjour Monsieur Willy Mulamba, merci de nous accueillir aujourd'hui. Merci, bonjour. Bonjour cher Arthur, c'est un plaisir de t'avoir dans mon bureau aujourd'hui. Okay. Donc on va revenir un petit peu sur votre parcours académique, votre parcours de vie qui vous a emmené là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez commencé vous êtes né au Congo, c'est bien ça. Et ensuite vous avez basculé, fait vos études en Belgique. Et ensuite vous avez été aux États-Unis, vous avez fait vos études, vous avez gagné de l'expérience professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, comme tu l'as bien dit, tu l'as bien décrit, j'ai suivi un peu le chemin traditionnel en tant que Congolais, surtout d'une certaine génération. J'ai évidemment fait mes études primaires et secondaires à Kinshasa et les humanités aussi. Et évidemment, quand j'ai terminé, je me suis donné aussi l'opportunité d'aller poursuivre ma formation à l'étranger. Et culturellement, comme la Belgique a été toujours ce pays-là où la plupart des Congolais allaient pour faire leur formation universitaire, évidemment, j'ai saisi aussi l'opportunité d'aller en Belgique. À l'université de Liège. À l'université de Liège, exactement, où j'avais été admis à la faculté de l'économie. Et au bout de 4 ans, je dirais 5 ans, j'ai pu obtenir une maîtrise en économie appliquée. Et aussitôt après, je suis allé aux États-Unis où j'ai commencé directement à travailler. Évidemment, dans un premier temps, je me suis inscrit dans une école de langue pour bien m'acclimater par rapport à cet environnement-là qui était nouveau et pour lequel, en tout cas, la langue anglaise était une obligation pour pouvoir aller sur le marché de l'emploi. Et au bout d'une année, j'ai commencé directement à travailler dans la finance, particulièrement. Dans la finance. Vous avez toujours été dans ce domaine-là depuis le commencement. Écoutez, c'est vrai que dans les finances, mais je dirais évidemment un fait majeur. Mon premier travail, je dirais aux États-Unis, comme je ne parlais pas encore anglais, j'ai commencé à vendre les pizzas. Donc j'ai eu mon premier job à l'aéroport de Boston, Boston dans l'État de Massachusetts, où il y avait, comment on dit, une petite entité qui faisait le visa Baldini's. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir aussi m'acclimater facilement parce qu'évidemment j'étais en contact avec les clients et en même temps que je prenais les cours d'anglais, ça m'a permis de très rapidement me sentir un peu confortable. Et quand cela est arrivé, je me suis lancé sur le marché de l'emploi. Et en 8 ou 9 ans, j'ai travaillé pour 3 ou 4 grandes firmes américaines. D'accord. Et j'étais principalement dans le domaine financier. Donc voilà. Et puis je suis revenu à Kinshasa pour rejoindre le marché bancaire congolais. Et donc vous avez eu un chevauchement de pays en pays. Donc du Congo à la Belgique et ensuite par la France, vous êtes passé également rapidement? Oui, non, la France, je l'ai plutôt faite pendant que j'étais déjà en train de travailler en RDC. Au bout de 10 ans, j'ai ressenti un besoin de pouvoir me spécialiser davantage dans le secteur dans lequel je travaillais. C'est vrai que j'ai une formation d'économiste, mais je pensais qu'il fallait davantage me spécialiser dans la banque pour évidemment me donner le plus d'opportunités ou le plus, comment on appelle, d'éléments et d'outils afin de faire bien mon boulot. C'est ainsi qu'en 2016, je me suis inscrit à l'université
de Paris-Val d'Essonne, qui fait partie du groupe Paris-Saclay. Et j'ai suivi une formation pendant 1 année et demie. Et de là, j'ai pu obtenir une maîtrise, un master 2 en banque et finance. Donc, voilà, ce qui est venu s'ajouter à mon premier diplôme à Liège, où j'avais obtenu la maîtrise en sciences appliquées. Et pendant que j'étais aux États-Unis, j'ai aussi suivi quelques formations au niveau de l'université North Texas, dans l'État du Texas, où j'ai pu faire des formations complémentaires afin de m'acclimater aussi au monde professionnel dans lequel je m'étais lancé pendant que j'étais aux États-Unis. Bien sûr. Donc en fait, l'agrégation de toutes vos expériences aux États-Unis vous a emmené ensuite à rejoindre Citibank ici en RDC. Citibank est une banque américaine, l'une des plus importantes, avec 21 000 milliards d'actifs sous garde, une capitalisation boursière de 83 milliards de dollars, à peu près, si je ne me trompe pas. Et Citibank fait partie du groupe de Citigroup, qui est un groupe financier américain beaucoup plus large. Vous êtes en RDC depuis 1971. Oui, c'est bien ça. Mais on n'entend pas énormément Citibank, contrairement à d'autres banques sur le marché. Et on sait que vous n'êtes pas une banque de dépôt classique comme on peut en voir en RDC. Quelles sont vos principales activités bancaires en RDC, historiquement et présentement, et j'ai envie de dire dans le futur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer avec le changement économique au niveau mondial et l'importance que la RDC est en train de prendre de par les ressources qu'elle regorge. D'accord. Je crois que c'est une question assez, je dirais, pas complexe, mais qui touche un peu à plusieurs points, si j'étais bien suivi. Donc, je vais commencer d'abord par le premier aspect. Pourquoi j'ai décidé de revenir en RDC. C'est d'abord par je dirais, devoir patriotique. Donc, autant j'étais dans de bonnes conditions aux États-Unis après avoir fait mes études en Belgique. Donc, j'avais ressenti à moi un appel de revenir au pays, aussi apporter ma petite pierre avec le peu d'expérience que j'avais déjà acquis quand j'étais de l'autre côté. Mais aussi culturellement, je me sentais plus proche de la RDC, évidemment, et peut-être de l'Amérique. Évidemment, il y a 17-18 ans aujourd'hui, j'ai commencé à explorer comment je pouvais obtenir une opportunité pour revenir en RDC et travailler. Et cette opportunité m'a été donnée par la Citi. Donc, je suis revenu en fin 2006 et j'ai commencé à la Citibank en 2007, en avril, comme trésorier. Mon travail principal était de me rassurer qu'en termes d'engagement de la banque, en termes de liquidité, donc j'étais la personne qui avait le pouvoir de pouvoir me rassurer que du point de vue ALM, comme on dit en anglais, Asset and Liability Management, j'étais le safeguard de la banque pour se rassurer que les bilans étaient bien gérés en termes des apports clientèle, mais aussi des engagements vis-à-vis de régulateurs. Dans notre cas, en RDC, la Banque centrale du Congo et dans une certaine mesure certaines autres agences de l'État telles que la CNRF. Et, la CNRF, c'est la CNRF, la cellule de renseignement financier. D'accord. Voilà. Alors, pour revenir à la Citi, oui, nous sommes présents en RDC depuis 51 ans. Donc, c'est depuis 1971-71, comme tu l'as dit, que nous sommes présents. Donc, nous sommes une banque du groupe Citi, et qui, comme je suppose la plupart des gens le savent ou ne savent pas, et nous sommes étendus pratiquement sur toute la planète. Nous sommes présents dans plus d'une centaine de pays. En direct, nous avons des opérations, mais aussi là où nous n'avons pas une présence physique, évidemment, nous accompagnons également nos clients
en mettant à leur disposition des outils de gestion qui peuvent leur permettre d'avoir accès non seulement au financement de leurs activités, mais aussi faciliter les paiements vis-à-vis de leurs partenaires. Okay. Alors, en RDC, autant comme dans l'Afrique, où je dirais le marché émergent, la City a une certaine politique qui est, elle, focalisée sur certains aspects spécifiques de la banque. La banque, au sens beaucoup plus large, a plusieurs segments. Nous avons la banque de détail, c'est-à-dire Arthur et moi, Willy. Nous avons un compte auprès d'une banque commerciale où nous faisons nos transactions pour recevoir nos salaires, faire un peu de dépôts, des paiements, des transferts vis-à-vis de la famille. Nous avons, c'est ce qu'on appelle retail banking, mais nous avons également aussi la banque d'investissement, la banque commerciale, nous avons la banque qui permet d'accompagner les clients dans la levée des fonds, comment on dit, l'accès sur le marché des capitaux. Bien sûr. Mais également, nous occupons également de tout ce qui est, comment on appelle, la facilitation de nos clients à grande richesse, ce qu'on appelle un peu le private banking, qui ont des capitaux importants. Mais au-delà aussi, nous avons cet aspect de banque conseil. D'accord. Alors, en RDC, l'option, autant, je dirais, en Afrique ou dans la plupart des pays émergents, l'option qui a été levée, c'est de pouvoir faire 2 ou 3 aspects de la banque en général, notamment corporate banking, c'est-à-dire où nous accompagnons nos gros clients dans leurs besoins en matière financière et aussi en matière bancaire. Donc, nous avons aussi le commercial banking pour les entités qui sont dans différentes activités de l'économie mondiale. Et aussi, nous accompagnons les banques. Nous sommes aussi la banque des banques, étant donné notre réseau mondial. Nous travaillons avec les banques commerciales à qui nous donnons, comment on appelle, des solutions, une infrastructure et des facilités pour pouvoir aussi mener leurs activités dans les segments où nous ne sommes pas présents. Aujourd'hui, vous êtes une banque commerciale, je n'ai pas envie d'en citer une particulièrement, vous êtes une banque commerciale en RDC et vous devez fournir, mettre à la disposition de votre clientèle certains services financiers et généralement derrière on a besoin d'être accompagné par une banque internationale de plus grand volume. Non seulement au-delà du volume, mais certains aspects financiers. Étant donné que la banque ne travaille pas en vase clos, c'est-à-dire quand on est une banque, on est obligé d'être connecté avec le reste du monde parce que les clients que vous avez, ils ont aussi des partenaires qui sont dans les autres pays et derrière, ces banques-là, ils ont besoin d'être accompagnés par un partenaire solide international. C'est ainsi que la Citibank met à la disposition de banques commerciales aussi une facilitation pour pouvoir leur permettre d'opérer. Donc on appelle ça, comment on dit, le FCB, Foreign Correspondent Banking. Donc voilà. Alors en RDC, évidemment, comme je l'ai dit, il y a 3 aspects là et puis nous accompagnons également les organisations non gouvernementales, mais le plus grand, notamment les agences des Nations Unies, donc l'organisation des Nations Unies. Et voilà. Alors, ce qui fait que nous-mêmes en direct ici, vis-à-vis de la clientèle, donc nous sommes assez sélectifs avec qui nous pouvons travailler. Et notre clientèle type, c'est les entreprises multinationales qui ont des activités dans plusieurs pays. Si vous avez un autre, par exemple Coca-Cola, Coca-Cola est partout sur la planète évidemment, et Coca-Cola a besoin d'être accompagné aussi par une banque qui a aussi une présence global en tant que tel. Donc nous avons cette clientèle type avec lesquelles nous travaillons et voilà. Donc, comme je l'ai dit, ça nous met un peu dans une position où nous ne sommes pas très connus parce que nous ne sommes pas la banque du grand public. Tout à fait. Et, mais par contre, nous faisons beaucoup pour la RDC autant dans les autres pays où l'apport des City est incommensurable. En termes de ce que nous apportons aux clients, autant privés ou même le secteur public. Il y a aussi un aspect très important aussi
comme je l'ai dit, nous sommes une banque conseil. Nous conseillons non seulement nos clients dans le secteur privé, mais également dans le secteur public pour l'accès, comment on l'appelle, aux ressources financières sur les grandes places boursières, comment on l'appelle, du monde. Et je voudrais m'arrêter là, je voudrais chuter sur un aspect important. Aujourd'hui, quand on prend le secteur minier, bien sûr, et le secteur minier, on a de grands opérateurs pour pouvoir investir dans les mines. Ça demande de grosses ressources financières. Tout à fait. Et malheureusement, ces ressources-là, on ne peut pas les trouver localement dans le pays. Et généralement, ce sont les grandes places boursières où il faut aller afin de pouvoir lever les fonds et investir, ainsi de suite. Donc, nous accompagnons tous ces grands clients-là. Industriels, pour pouvoir leur donner les ressources dont ils ont besoin pour construire des usines et exploiter. Et donc, est-ce que ça veut dire que la Citibank sera aussi présente dans le secteur minier à venir, sachant que le secteur minier est la pierre angulaire de l'économie congolaise, de par les recettes qu'elle génère. Vous êtes aussi dans le conseil souverain, dans lequel vous êtes déjà impliqué dans le but de convaincre des investisseurs institutionnels justement d'injecter leurs capitaux sur des projets viables en RDC. Comment se fait-il que cette conversation n'est pas beaucoup plus fréquente en RDC, sachant qu'on a énormément d'actifs, mais pas ou peu de liquidités, et qu'on n'a pas ce réflexe-là d'aller vers où les liquidités sont sur les marchés internationaux. Il n'y a pas encore ce réflexe et ces automatismes-là, et comment est-ce qu'on peut justement faire la bascule vers cette façon de penser J'ai un point de vue différent. Je pense que ce n'est pas question de réflexe. Nous sommes déjà un acteur majeur dans l'apport que nous, comment on dit, nous menons ou nous mettons en place vis-à-vis de nos partenaires, autant clients dans les secteurs privés, aussi dans les secteurs publics. Donc, comme je l'ai dit, pour ce qui est dans le secteur public, nous accompagnons nos grands clients, comme je l'ai dit, dans le levée de fonds. Je dirais même au-delà comment on l'appelle, du secteur minier. Et si on va dans l'histoire de la RDC, la Citibank a eu accompagné les grandes entreprises américaines qui étaient ici à l'époque. Je pourrais te citer 2 ou 3. Nous avons General Motors qui était là. Juste là où il y a l'hôpital Biamba de Motombo Dikembe. Et à l'époque, nous avons également aidé la République pour pouvoir, comment on l'appelle, financer l'achat des avions, comment on dit, des Air de l'époque. Et nous avons également aidé, accompagné l'État pour structurer, comment on l'appelle, les fonds pour la construction du barrage d'Inga. Donc, voilà. Et comme je l'ai dit, c'est plus un problème de vulgarisation. Ce n'est pas des domaines qui, malheureusement, sont mis sur la place publique. Maintenant, au-delà du secteur privé, la question qui peut être posée est qu'est-ce qu'on fait pour le public, pour l'État. Évidemment, très récemment, c'est vrai que nous accompagnons l'État ou le gouvernement dans le conseil pour mettre à leur disposition les réseaux que nous avons en termes de partenaires financiers qui détiennent de grosses ressources dans les pays de l'Occident, autant en Amérique ou bien même en Europe. Il y a ce que nous appelons le marché des capitaux. Dans le marché des capitaux, donc, il y a pas mal d'argent, il y a pas mal de liquidités. Évidemment, il y a même un excédent de liquidité sur le marché. Un excédent de liquidité. L'idée ici, c'est de voir comment on peut convaincre tous ces détenteurs de ces liquidités et d'avoir l'appétit aussi sur la RDC. Donc, sachant qu'il faut créer les conditions aussi pour exactement, attirer ces capitaux. Ça, c'est aussi très important de le dire. Et c'est même ça le but de l'accompagnement. Donc, créer de la capacité au sein de gouvernements
pour évidemment aussi avoir le droit de citer, à accéder à ces fonds qui sont détenus par les acteurs sur, comment on dit, les places boursières internationales. En commençant par New York, qui est la plus grande. Oui, New York, mais aussi, comme on dit, il y a Hong Kong, il y a Paris, et même vers l'Asie là. Donc c'est ça le but même de l'accompagnement. Et nous espérons qu'au bout de cet accompagnement, le gouvernement de la RDC pourrait aussi accéder à ce marché des capitaux et pouvoir aussi lever les fonds dans les secteurs privés afin de mettre à la disposition des différents projets du secteur de la vie publique, notamment la santé, l'éducation et les infrastructures, pour ne citer que ces trois-là. Donc, les autres pays le font déjà. Si on regarde les pays de la sous-région, surtout vers l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique, c'est ça, l'Afrique de l'Ouest, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal. Ils accèdent, tous ces pays-là accèdent pas mal déjà le Ghana, au marché des capitaux. Et quand on va dans ces pays-là, on va de grands projets en matière d'infrastructure. Évidemment, c'est grâce à l'accompagnement de banques internationales qu'ils arrivent à accéder à des grosses ressources financières qui, malheureusement, ne sont pas toujours disponibles ici. Je voudrais peut-être rappeler que la RDC a aujourd'hui une quinzaine de banques. Si on prend toutes les banques là ensemble, les ressources ne dépassent pas les 10 ou les 11 milliards de dollars en termes de dépôts. Et ces dépôts-là, c'est des dépôts de très très court terme. Et en tant que tels, ils ne peuvent pas servir à financer le grand projet. Et le grand projet, généralement, c'est sur le long terme. Bien sûr. Donc, il est critique et important pour l'État de pouvoir se tourner sur d'autres sortes de financements. C'est vrai qu'ils font déjà un boulot excellent avec les bilatéraux, avec le multilatéraux, mais nous pensons aussi qu'une autre bonne source, ce serait aussi le secteur privé. Ils peuvent lever les fonds au niveau de marché des capitaux. Et nous espérons, à terme, nous pourrions accompagner l'État à faire la première émission de l'Eurobond, fingers crossed. D'accord. Ça s'est fait au Bénin, ça, récemment, je crois. Ça s'est fait au Bénin et c'est la Citibank, évidemment, qui avait accompagné. En tant que patron, vous êtes aussi, on n'a pas mentionné ça dans l'intitulé, mais vous êtes aussi le patron de l'Association congolaise des banques. C'est bien ça. Comment voyez-vous le développement du secteur bancaire en RDC et la nouvelle donne qui est que des banques étrangères affluent sur un juteux marché de 100 millions de personnes, mais avec une bancarisation minime au regard de la taille du pays. Et également, le fait qu'il n'y ait... Ça, c'est encore un argument qui revient souvent quand j'ai des discussions avec des opérateurs économiques. Je ne sais pas s'il est crédible ou tangible, mais c'est que les Congolais particulièrement se plaignent qu'il n'y a aucune banque congolaise tenue par des autochtones. Et voilà, ça les embête. Et pourquoi est-ce qu'une banque congolaise tenue par des autochtones n'a pas encore vu le jour, et est-ce que c'est vraiment une nécessité au jour d'aujourd'hui? Oui, très bien. Encore une fois, c'est une question multiforme. Je vais essayer d'être précis dans ma réponse. Alors, pour rappeler les faits de l'histoire, je pense que nous sommes tous au fait de grandes crises ou de la grande crise que la République a connue dans les années 90 ou 90 pour être plus précis, à cause de la situation sécuritaire, socio-économique. Tous les tissus économiques étaient détruits. La situation sécurité était très très préoccupante. Évidemment, le résultat, c'était évidemment, tout était détruit. Quand on s'est retrouvé aussi avec un secteur bancaire qui n'existait pratiquement plus. D'accord. Pour ceux-là qui peuvent se rappeler, je pense que dans l'histoire, on a entendu qu'on déposait de l'argent dans une banque le matin et on revenait l'après-midi pour pouvoir les retirer. Les banques n'étaient pas à mesure de pouvoir, comment on dit, servir le même client, quoi.
Alors, le résultat, c'est que la banque se faisait en dehors du secteur formel, le secteur formel bancaire, où évidemment, il y a eu d'autres réflexes des acteurs de l'économie, où on est passé par des systèmes de troc ou de compensation à travers des mécanismes imaginés à l'époque. C'était il n'y a pas si longtemps, ça, en plus. Hein. Oui, il y a une vingtaine d'années. Hein, on parle de quoi, je sais pas, 98, 99 et 2000. Bien sûr. Où on s'est retrouvé, je pense à l'époque, avec moins de 3 ou 4 banques. Bon, je ne connais pas le nom de banques qu'il y avait à l'époque, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les banques qu'on a connues à l'époque étaient toutes pratiquement tombées en faillite, ou celles qui résistaient. Ils étaient plus crédibles auprès de... Non, je ne dirais pas qu'ils étaient plus crédibles. J'ai peut-être rêverais, mais je dirais qu'ils avaient sensiblement réduit leurs opérations, donc notamment la nôtre. Okay. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a jamais quitté. Il y avait un déficit de confiance, je suis sûr, auprès des populations. Notamment. Rien de supposé, hein, après. Mais c'était plutôt suite à des difficultés structurelles. Hein, je veux dire, ça n'avait rien à voir avec les acteurs comme tels. C'est la situation de l'époque qui avait mené à ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années, évidemment les acteurs de l'époque, les autorités de l'époque, les autorités politiques aidées par la communauté internationale, on a commencé à normaliser un peu, comment on appelle, les choses, notamment dans comment on appelle, les institutions de la République, et puis essayer de s'attarder sur des principes élémentaires, principes de base, afin de pouvoir normaliser les choses en RDC. Et c'est dès là, évidemment, quand le gouvernement a renoué avec les bailleurs de fonds, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, que certaines mesures qui ont été prises à l'époque, certaines étaient très très dures, on a libéralisé, juste à titre d'exemple, comment on appelle, la circulation de la monnaie étrangère. À l'époque, pour pouvoir détenir la monnaie étrangère, donc tout était réglementé. Personne n'avait le droit de détenir une devise autre que les airs de l'époque. Et on a libéralisé, et on a fait du dollar une monnaie d'échange où, sans restriction, quelqu'un pouvait ouvrir un compte en dollars, détenir le dollar sans besoin d'avoir une autorisation préalable de la Banque centrale du Congo. Je me rappelle, dans un autre secteur d'activité, on avait libéralisé comment on appelle, le prix du fuel, comment on dit en français, de l'essence, des produits pétroliers. Évidemment, on avait libéralisé, puisqu'on revenait de taux d'inflation qui avait atteint, je crois, les 3 chiffres. Bien sûr. Et c'était des mesures très, très, très conservatrices qui ont fait qu'évidemment, ça a permis, évidemment, au secteur privé de pouvoir reprendre du poids de la bête, et puis ainsi de suite. C'est à cette époque-là, évidemment, que le secteur financier a commencé de renaître de ses cendres. Et si ma mémoire est bonne, le total bilantaire des banques ne dépassait pas de 200-300 millions de dollars pour un si grand pays. Et évidemment, à partir de 2002-2003, on a commencé à avoir de nouveaux acteurs revenir. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a encore la place aujourd'hui, pour reformuler ma question initiale, d'une banque congolaise tenue par des autochtones? Je vous pose la question parce que c'est une question qui m'est revenue. Elle m'est revenue à plusieurs reprises de différents acteurs, et je m'étais dit qu'il fallait que je vous la pose. Je vais y arriver. En fait, je voulais donner l'historique pour justement arriver à partager avec vos éditeurs évidemment cette histoire qui me permettra de répondre à la fameuse question, de savoir est-ce qu'on a la possibilité d'avoir une banque à capitaux proprement congolais. Mais il y a eu à l'époque évidemment une résurgence évidemment des secteurs financiers pour ramener cette confiance qui n'existait plus, comme tu l'as dit, permettre aux gens de revenir graduellement dans le système financier. Mais au bout de 20 ans, il y a de gros efforts qui ont été menés. On est passé de 2 ou 3 ou 4 banques en 2001 ou 2002 à pratiquement près de 18.
pense qu'en 2014, 2013, 2014, on avait à peu près 18 ou 19 banques qui avaient une licence pour pouvoir opérer. Bien sûr. Et dans ces 18-là, évidemment, il y avait les banques qui étaient restées là, les 2 ou 3 premiers. Il y a eu des nouvelles. On se rappellera, il y a eu la Banque congolaise, il y a eu la Robank qui est venue sur le marché. On se rappellera également de la TMB. Bien sûr. Évidemment, ça c'est juste pour citer les banques à capitaux locaux, quoi. D'accord. Des fois qu'on a tendance à confondre capitaux nationaux, tout ça, ainsi de suite. Tout à fait. Donc voilà, et puis il y a eu l'arrivée de banques sous-régionales, les banques panafricaines, les banques nigérianes, notamment Access Bank, FBN Bank, UBA, peut-être 2 ou 3 autres qui ne viennent pas à l'esprit pour l'instant. D'accord. Et voilà, et voilà, et bon, pour des raisons on ne va pas citer ici, il y a eu une réduction, donc on est passé de 18 ou 19 banques à 14 aujourd'hui. D'accord. Et bien voilà. Alors, tout ça pour dire que le secteur financier reste toujours vulnérable. Bien sûr. Vulnérable à cause de l'ampleur que le secteur financier a pris dans le monde. Comme vous êtes sans ignorer, il y a eu la crise financière de 2008 et 2009. Comment on l'appelle, suite à cette crise-là, il y a eu renforcement de contrôle au niveau du système financier international. Il y a eu de nouvelles mesures, de nouvelles réglementations qui ont été mises en place. Et ces réglementations-là ont dû imposer au secteur financier certaines règles. Pour certains, c'est des règles très très dures qui ne permettent pas toujours, comment on appelle, l'éclosion ou l'essor, comment on dit, du système financier, le système bancaire, notamment en RDC. D'accord. Alors, cela est venu mettre un peu, couper un peu l'élan, où on voyait l'essor des banques en RDC, où il n'y avait plus une ruée de nouveaux acteurs, opérateurs, qu'on avait remarqué entre peut-être 2008, 2007, 2008 jusqu'en 2013. D'accord. Alors, pourquoi on n'a pas... une banque tenue par les autochtones. Par les autochtones, c'est une question de volonté. Moi, je ne pense pas qu'il y a une interdiction tacite Bien sûr. aux Congolais de ne pas mettre en place leur banque à eux. La réglementation, elle est là, elle est libre, elle donne la possibilité à tout actionnaire, tout investisseur de pouvoir aussi s'intéresser au domaine bancaire, au domaine financier. Donc il appartient plutôt à la volonté des filles et fils de ce pays de pouvoir aussi investir dans le secteur financier, évidemment en se rassurant qu'ils ont une bonne lecture de la réglementation, des exigences de la Banque centrale du Congo, l'autorité de régulation du secteur bancaire. Donc voilà, c'est une question de volonté. Et autant la banque et d'autres secteurs d'activité, donc dans les mines, dans les, comment on dit, dans les télécoms, logistique, ce qui est vrai, c'est que ce qui peut s'appliquer dans ce secteur-là, ça s'applique aussi aux banques. C'est une question de volonté. Et on voit aussi que dans d'autres pays, comme la Russie, des grosses entreprises industrielles comme Gazprom ont leur propre banque également. Donc c'est quelque chose que certaines entreprises, peut-être de l'État, peuvent s'inspirer si effectivement ça s'applique aux réalités du... Bon, si je devais donner un avis personnel, je l'ai dit, c'est une question de volonté, mais aussi il faut tenir compte d'où nous venons. Bien sûr. Et puis de l'état actuel, comme on le sait tous, la RDC est au centre de beaucoup d'intérêts et les défis sont majeurs. Bien sûr. Les défis touchent pratiquement comment on dit, à tous les aspects de l'activité économique d'un pays, comme je l'ai dit, malheureusement, suite aux grosses crises qu'on a connues, et puis vu aussi les aspects géopolitiques. Bien sûr. Il n'a pas été toujours facile à la République de pouvoir aussi bénéficier d'une croissance rapide, d'une expansion rapide dans certains secteurs d'activité, qui fait que
je pense que il fallait d'abord passer par la normalisation de l'activité normale, c'est-à-dire renouer des discussions avec les bailleurs de fonds, chose qui a été faite. Les fondamentaux. Et les fondamentaux, justement, ça c'est un bon point. Donc, mettre d'abord les fondamentaux et permettre, comment on appelle, à l'économie de connaître l'essor que tout le monde espère. Donc, voilà. Donc, je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. D'accord. Il faut d'abord mettre ses fondamentaux. La RDC reste un pays très, très, très vulnérable. Bien sûr. Donc, il est question de continuer à travailler avec tous les partenaires internationaux d'abord et tous les accompagnateurs de la République afin que nous travaillions ensemble et évidemment essayer de donner la possibilité à ceux-là qui peuvent de s'intéresser dans un domaine ou tel autre de la vie. Mon cher, tu sais que la Coupe du Monde de la FIFA 2022, c'est au Qatar. Évidemment. Et que la France défend son titre. Bien sûr. Et que Sadio Mané va être la grande star de la compétition. Carrément. Et que je vais aller voir ça au Qatar grâce à ma carte Visa Robank. Comment? Quoi? Ekoinda Mabe. Vous aussi, tentez de gagner l'un de voyages tout frais compris pour assister à la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 grâce à Visa. Comment? Il suffit simplement de faire des achats avec votre carte Visa Raobank. Visa, partenaire officiel de la Coupe du Monde FIFA. Toujours en tant que banquier, Oui. en tant que patron de l'Association congolaise des banques, on entend souvent plusieurs points de vue sur la dédollarisation de l'économie congolaise. Devrions-nous utiliser plus de francs congolais ou pour garder un certain équilibre ou continuer à utiliser du dollar? Je sais que les Congolais adorent utiliser le dollar plus que le franc congolais pour des raisons qui sont évidentes. Quelle est votre perspective là-dessus? Bon, c'est une question, je dirais pas difficile, hein. Je pense que c'est une question qui devrait être plus adressée aux autorités parce que nous ne sommes que des opérateurs et des acteurs. D'accord. Donc, au-delà d'être banquier, et je crois qu'il y a un terme que j'aime bien utiliser. Au-delà des banques, nous sommes d'abord des intermédiaires financiers. Nous ne faisons que l'intermédiation financière. D'accord. C'est-à-dire, nous facilitons, nous mettons en contact, comment on appelle, tous les acteurs du secteur, enfin tous les secteurs de l'économie, hein, et la Banque centrale qui est l'autorité de régulation, l'autorité de contrôle, D'accord. qui définit le cadre, qui définit la réglementation, ainsi de suite. Et nous venons, nous disons, écoutez, sur base de ce que la réglementation permet, nous allons faire l'intermédiation financière. D'accord. Mais non, spécifique à la question de savoir qu'en pensons-nous de la dollarisation. Écoutez, je ne voudrais pas me mettre à la place des autorités, puis je pense que ça, c'est des pouvoirs qui leur sont dévolus. Bien sûr. Mais je pense que le pays aurait beaucoup plus à gagner si, évidemment, la monnaie locale avait sa place, quoi. Le fait d'utiliser le dollar comme la monnaie de transaction, moi je la considère comme une monnaie refuge. D'accord. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs. Compte tenu du passé récent de la RDC, évidemment, les gens se réfugient dans cette monnaie pour pouvoir protéger la valeur de leurs actifs. Mais néanmoins, je pense que les pays auraient beaucoup plus à gagner en utilisant une monnaie locale, parce qu'avec une monnaie locale, là, ça donne beaucoup de marge de manœuvre, comment on dit, aux autorités, autant monétaires ou gouvernementales, de pouvoir avoir une politique qui pourrait davantage donner un élan, comment on appelle, au secteur privé. Maintenant, le fait d'utiliser le dollar, ça limite évidemment cette politique qui devrait normalement avoir, comment on dit, un effet positif sur l'économie. Maintenant,
Comme on peut le penser aussi, il y a aussi le secteur privé le secteur privé ou public qui doit aussi jouer son rôle. Mais encore une fois, est-ce qu'il faut réguler, il faut réglementer? C'est un long débat qui est multidimensionnel. Tout à fait, tout à fait. Autant qu'on peut dollariser, mais c'est pas, comment on appelle, un exercice aisé. Moi-même, j'ai été sollicité à plusieurs reprises pour faire partie d'un petit groupe de réflexion au niveau de la Banque centrale. D'accord. Et partager et voir quelles étaient les actions à mener pour dollariser davantage l'économie congolaise, sans peut-être aller en détail, mais ce que j'ai pu retenir de ces échanges-là, c'est que la dollarisation, comme on dit, se met vite en place quand une monnaie perd de la valeur, une monnaie locale perd de la valeur. Bien sûr. Mais elle est difficile à être réduite. Il y a plusieurs pays pour dollariser une économie. Je pense qu'il y a un pays de l'Amérique du Sud dont on avait parlé dans ces échanges-là. Je crois qu'ils ont dû mettre 20 ans, 30 ans pour pouvoir dédollariser. Et encore une fois, dédollariser peut-être des 15 ou 20%, je ne me rappelle pas les chiffres exacts. Ça ne se fait pas en un jour. Ça ne se fait pas en un jour. Ça, c'est un défi. Je pense que c'est un grand défi pour tout le monde. Bien sûr. Au-delà du secteur privé bancaire, mais je pense que c'est un gros défi pour la République, étant donné l'histoire de ces pays. Donc, tout ce que je peux espérer que le gouvernement pourrait arriver et évidemment les banquiers restent à leur disposition pour pouvoir jouer aussi leur rôle si nécessaire. Bien sûr. On tend vers la fin de notre échange. L'émission est intitulée The Right Advice, le bon conseil. De par votre parcours inspirant et votre expertise, quels seraient les conseils? Parce que c'est un mot que vous avez utilisé à plusieurs reprises, que vous donneriez à des entreprises, des individus, des États, dans une industrie bancaire et dans une économie mondiale en pleine mutation, où tout est en train de digitaliser et ça va encore aller crescendo sur ce terrain-là. Comment est-ce que vous voyez le présent et l'avenir de la banque, de la finance en RDC et les opportunités? Parce qu'on a parlé beaucoup de problématiques, mais il va y avoir des opportunités qui vont se présenter avec la demande en cuivre, en cobalt, la transition énergétique, les pays du Golfe et du Moyen-Orient qui sont en train de prendre aussi de l'épaisseur dans le concert des nations. Quels seraient vos conseils, vos perspectives et orientations? Je sais que c'est une question multiforme. Oui, encore une. Je suis maintenant habitué. Je ne dirais pas qu'il est permis à tout le monde de rêver, mais je pense que tout le monde, avec un peu de volonté, peut suivre le même parcours. Quoi. Bien sûr. Et moi, quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, élève, je dirais même, je pouvais être loin de penser, en anglais et français, Il n'y a rien qui vous aurait fait penser que vous serez arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Oui, bien que je pense que je suis nulle part, mais bon. On comprend quelque part. Mais ouais, bien sûr. On se comprend. D'accord. Donc voilà. Parce que j'ai fait mes études ici à Nguéringui. Il y a une école primaire là de l'État qu'on appelait EP7. D'accord. Et voilà. Et c'est fantastique quand même d'avoir eu cette ça veut dire que c'est possible. Mon père, c'était un fonctionnaire de l'État au niveau de l'éducation nationale. Mais penser à l'époque que je serais en train de diriger une banque ici en RDC, et cette banque-là, c'est une banque internationale comme la City. L'une des plus importantes. Je veux dire, mais c'est là prend source évidemment d'abord de l'éducation reçue de nos parents. Donc, j'ai eu au moins, comment on appelle, cette opportunité-là. Mais de là aussi, ces parents-là m'ont donné l'opportunité d'aller dans des bonnes écoles de l'époque, les écoles de catholiques, comme on les appelait ici. Voilà, mais je crois que le plus important, c'est aussi ma propre détermination. Ma propre détermination dans ce que je rêvais ou je voulais être un jour dans la vie.
Je voulais être un monsieur responsable. Et voilà, et je me suis donné les moyens de l'époque. Et les moyens de l'époque, c'est quoi? Évidemment, écouter d'abord, comment on dit, les parents. Mais aussi faire de bons choix. Je pense que dans ma vie, dans mon parcours plutôt, excuse-moi, j'ai fait un peu attention aux choix que je faisais. Et ça m'a permis de pouvoir évoluer pour m'amener plutôt à ce que je suis, aujourd'hui. Et les perspectives d'avenir comment? Les perspectives d'avenir, comment vous les voyez pour les RDC qui se retrouvent au cœur de tous les intérêts stratégiques? En termes de perspectives d'avenir, bon, je pense pas que j'ai des éléments, comment on dit, nouveaux à donner. Bien sûr. Comme on le sait tous, la RDC aujourd'hui est au centre de tous les intérêts mondiaux, de par sa position, d'abord en Afrique, mais aussi de par ses ressources naturelles. Au-delà de ses ressources naturelles, c'est aussi sa population très dynamique et jeune, mais aussi... je dirais, dans les ressources naturelles, on peut citer pêle-mêle. Il y a d'abord les richesses minières, mais aussi les richesses forestières, les cours d'eau, tout ça, ainsi de suite. Donc voilà. Alors, tout ça pour dire que la RDC reste un pays qui doit être soutenu, être accompagné par les grands décideurs de ce monde, quoi. Évidemment dans le bon sens. Que je pense que mon rêve, c'est qu'il y ait un partenariat sincère et gagnant pour, comment on l'appelle, le reste du monde. Et la RDC dans un partenariat gagnant-gagnant. Même si c'est aux Congolais de donner le ton d'abord, et peut-être aux autres de suivre, ou en tout cas être de concert avec des décisions qui seraient d'abord dans notre intérêt. Peut-être pas nécessairement toujours attendre que les autres nous accompagnent, parce que si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Ce serait ça l'idéal, mais vu l'histoire de ces pays depuis l'indépendance, malheureusement, comment on dit, on n'a pas donné beaucoup de capacité aux Congolais pour être, comment on appelle, au rendez-vous comment on dit, au rendez-vous de leur propre développement, destin. Voilà, de leur propre histoire. Évidemment, comme on le sait très bien, depuis qu'on peut se rappeler de ce qu'est dit l'indépendance, quand il y a eu l'indépendance, je veux dire, on n'avait pas beaucoup d'experts à l'époque. Tout à fait. On parle généralement d'universitaires. Et je ne pense pas que la situation est différente. Je ne parle pas de la formation, comment on dit, de l'éducation, ainsi de suite. Mais je pense que ça a pris une autre forme aujourd'hui. C'est vrai qu'on a formé pas mal depuis l'indépendance. On a pas mal d'experts éparpillés à travers la République, au-delà de la République. Mais je pense que ce qui manque cruellement aujourd'hui, c'est évidemment arriver à créer, comment on appelle, un environnement propice à pouvoir permettre à tous les acteurs de se rencontrer, mais vraiment dans un partenariat gagnant-gagnant. D'accord. Comme je l'ai dit souvent, il ne suffit pas d'avoir une expertise, un diplôme, mais si tu n'as pas les moyens de pouvoir monter ta propre PME, ainsi de suite, évidemment, voilà, si les détenteurs de capitaux aujourd'hui ne mettent pas à la disposition de la population, de l'entrepreneur privé, mais évidemment, donc, c'est un peu une question d'approche. Bien sûr. Bon, maintenant, moi personnellement, je pense que, je veux dire, il faut essayer de prendre du recul
comment avoir un partenariat gagnant-gagnant avec des détenteurs de capitaux, le secteur privé, le secteur public, autant national qu'à l'international, tout ça ainsi de suite, pour arriver évidemment à regarder dans la même direction. Et puis voilà, je pense que ces richesses que Dieu a mis à la disposition de la RDC peuvent aussi avoir un effet multiplicateur, bien sûr, afin de profiter aussi au reste du monde si c'est géré de façon responsable. Tout à fait. C'est ce que je pense. Je prends directement à l'agriculture. On dit que la RDC a des terres arables en des quantités infinies. Et à l'époque, je crois qu'il m'arrive de suivre des documentaires, on dit que ben voilà, si on prend 1 hectare, on met peut-être des grains de maïs, et voilà, vous voyez, ça va pousser, ça va peut-être produire 100 sacs de 50 kg de maïs. Mais par contre, si on amène un peu de la technologie, on amène un peu d'engrais ou quoi, ça peut passer, la même surface peut produire 10 fois plus. Tout à fait. Voilà. Et voilà, donc on a besoin aussi d'un partenariat pour pouvoir évidemment, et le 10 sacs, les 100 sacs de départ, certes ça peut nourrir peut-être 100 Congolais, ou je dis n'importe quoi, 1000 Congolais, mais quand on amène cette expertise-là, et la technologie appropriée, ça va donner du coup 1000, 10 000 sacs. Bien sûr. On va au-delà même de nourrir les 1000 Congolais ou les 100 Congolais, on va en nourrir des millions, et qui sait aller au-delà des milliards et permettre aussi à d'autres hommes ou femmes qui ne sont pas des Congolais de pouvoir profiter. Donc, d'où c'est important de pouvoir trouver le meilleur mécanisme ou la meilleure approche, de façon à ce que le partenariat qui peut être créé entre le secteur public et le secteur privé, non seulement national, mais aussi avec les acteurs internationaux, ça puisse être gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, voilà. Okay. Écoutez, Monsieur Moulamba, je vous remercie de nous avoir accueillis. C'était un plaisir, tout le plaisir est pour moi. J'espère qu'on aura encore d'autres opportunités pour discuter. J'en suis certain. Merci à vous et très bonne journée. Ok, merci. Au revoir. À vous aussi.